Voilà une autre séquence pour faire les analyses comparatives de documents. Donc, on a déjà fait une première séquence où l'analyse comparative a été réalisée par une rédaction. J'ai dit qu'il y avait une deuxième méthode. Donc, ça dépend de chacun des élèves, comment il veut répondre. Vous pouvez répondre sous forme d'un tableau. Ça permet de gagner du temps, de rédiger moins, donc de commettre moins de fautes d'orthographe, de grammaire, etc. J'ai choisi un exemple simple pour pouvoir expliquer facilement cette analyse comparative. Ça fait partie de la fonction reproductive chez la femme, donc programme de la quatrième naissance expérimentale. Donc le taux de LH, l'hormone lutéinisante, est mesuré chez trois femmes A, B et C sur une période de 28 jours. On a obtenu les graphes suivants. Donc j'ai simplifié l'énoncé au maximum pour ne pas faire très long. Donc voilà, en ordonnée, vous avez le taux de LH exprimé en nanogrammes par millilitre. Les abscisses, donc, c'est le temps en jours. Et voilà, donc, la période de dosage de 28 jours. En rouge, c'est le résultat obtenu avec la femme A. En noir, c'est la femme B. En C, la femme C est représentée en bleu. La question donc, comparer ces résultats de dosage afin de préciser l'état physiologique de chaque femme. Donc, ça a été largement traité dans le chapitre fonction reproductive chez la femme. La question n'est pas très difficile, mais l'objectif de cette séquence, c'est de vous montrer comment faire une analyse comparative par un tableau. Donc, comme j'ai expliqué dans la séquence précédente, il faut faire attention à ce qu'on demande dans la question, essayer de souligner les verbes d'action. Donc, il y a comparer, donc c'est l'objectif de cette séquence. Comparer ces résultats de dosage, donc des dosages, bien sûr, on va mettre des valeurs pour montrer que la comparaison est appuyée sur un document, afin de préciser l'état physiologique de chaque femme. Donc, afin de, c'est la conclusion que vous serez amené à dégager à partir de votre comparaison. Et donc, on va faire cette comparaison sous forme d'un tableau, un tableau donc très simple. Vous pouvez représenter des tableaux d'autres manières. Donc, chaque colonne correspond à l'une des trois femmes A, B et C. Dans la première ligne du tableau, on va réaliser justement l'analyse comparative. Et dans la deuxième ligne du tableau, on va dégager les conclusions qui correspondent à l'état physiologique de chacune de ces femmes. Donc, pas besoin de subdiviser ce graphe en intervalles parce que la subdivision est déjà claire. Il y a la phase folliculaire, le jour de l'ovulation, la phase lutéinique. Donc, c'est simple de faire la subdivision de ce graphe et ça concerne déjà seulement la femme B. Vous allez voir pourquoi. Donc, pour la femme A, premier élément à dégager de ces courbes, c'est que la sécrétion de LH chez la femme A ne présente aucune cyclicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces variations caractéristiques qui se répètent périodiquement dans le cycle sexuel de la femme, donc c'est stable, il n'y a aucune variation cyclique, donc on va dire qu'il n'y a pas de cyclicité. Par contre, chez la femme B, c'est une sécrétion bel et bien cyclique. Donc, sécrétion cyclique. Même chose pour la femme C, donc même chose que pour la femme A. Pas de cyclicité. Deuxième élément de comparaison, on va décrire l'aspect de la courbe de chacune de ces femmes. Donc, pour la femme A, on va dire que le taux de LH est élevé et stable. Donc stable, ça rappelle encore une fois l'absence de la cyclicité dans la sécrétion de LH. On va dégager une valeur donc. Donc stable, on va dire 24. N'oubliez pas les unités, nanogrammes par millilitre. Un terme qu'il est important d'utiliser chez la femme A, c'est ce qu'on appelle une hypersécrétion.
Donc, c'est une sécrétion qui dépasse largement les taux normaux. Donc, d'une femme dont la cyclicité se fait de façon normale, on utilise donc ce terme hypersécrétion. Donc, pour la femme B, on va dire que le taux de LH est plus ou moins stable en phase folliculaire et lutéinique. Donc, aux alentours de, disons, 6 nanogrammes par millilitre. Et, chose très importante dans le cycle sexuel de la femme, montre un pic avant l'ovulation qui atteint, et vous allez mettre une nouvelle valeur, donc disons 25, 28 nanogrammes par millilitre. Voilà donc cette valeur. Pour la femme C, on va dire que le taux de LH est faible et stable. Donc faible, voilà la sécrétion de LH chez la femme C. Donc ça ne présente aucune variation, c'est stable, c'est assez faible. Prenons une valeur. Donc disons 2 nanogrammes par millilitre. Et on va ajouter pour les femmes A et C l'absence de pic. Donc absence de pic et absence de pic. Et ainsi donc, c'est une comparaison qui est déjà prête. Donc, si vous répondez sous forme d'un tableau, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces expressions de par contre, supérieur à, inférieur à, puisque c'est ordonné sous forme d'un tableau. Donc déjà, la lecture horizontale du tableau montre qu'il s'agit bel et bien d'une comparaison. Donc ça vous permet de gagner du temps, gagner de l'espace, écrire moins. Donc, on vient à la conclusion, les conclusions qu'on peut dégager de cette comparaison. Donc, je rappelle qu'on demande de comparer les résultats afin de préciser l'état physiologique de chaque femme. On va commencer donc par la femme B qui présente cette sécrétion cyclique. Donc, c'est une femme normale, donc qui ne présente aucun trouble, jeune. Bon, jeune, c'est un terme qui n'a pas de signification scientifique, mais jeune, c'est pour dire que c'est une femme dont les cycles sexuels sont encore fonctionnels et qui n'a pas encore atteint l'âge de la ménopause. Donc, c'est une femme normale, jeune et non enceinte. Donc, la sécrétion est cyclique tant qu'il n'y a pas de fécondation et qu'il n'y a pas de grossesse. Donc, cette sécrétion cyclique prouve que c'est une femme qui n'est pas enceinte. C'est un état physiologique. Pour la femme A, donc, qui présente cette sécrétion qu'on a qualifiée d'hypersécrétion, donc l'explication la plus probable, on ne va pas rentrer dans les détails des hypothèses parce qu'il peut y avoir d'autres explications, mais c'est une femme en ménopause, c'est-à-dire une femme qui a atteint l'âge où elle ne va plus pouvoir procréer, ses cycles sexuels vont totalement s'arrêter. Et pourquoi donc est-ce que ce taux de LH est élevé et stable? Bon, ça ne fait pas partie de ce qui est demandé dans la question, mais on peut le faire sous forme d'une petite remarque. Donc, c'est un phénomène de levée de l'inhibition ovarienne. Donc, l'hypophyse, le complexe hypothalamo-hypophysaire d'une femme en ménopause va s'échapper
de l'inhibition en principe exercée par l'ovaire, puisque l'ovaire n'a plus de cyclicité et ne sécrète plus d'hormones pour justement appliquer ce rétrocontrôle, cette inhibition. Donc on parle de levée d'inhibition qui explique directement pourquoi le taux de NH est très élevé. On a donc utilisé ce terme hypersécrétion. Pour la femme C, donc son état physiologique le plus probable, encore une fois, on ne va pas rentrer dans des hypothèses différentes, c'est une femme sous pilule, donc sous pilule combinée, puisque c'est la seule forme de pilule qu'on étudie dans le cadre de notre programme officiel. Donc cette pilule combinée, c'est une méthode de contraception. Ça contient des hormones de synthèse qui ressemblent fortement aux hormones naturelles de l'ovaire d'une femme, donc des ostroprogestatifs de synthèse. Ces ostroprogestatifs de synthèse exercent sur le complexe hypothalamo-hypophysaire un rétrocontrôle négatif, donc rétrocontrôle négatif exercé sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, et tant que la femme utilise la pilule combinée, ce rétrocontrôle négatif sera permanent, donc tout le long du début du cycle du mois, et donc la sécrétion de NH va constamment rester faible. Même chose pour la sécrétion de GnRH et de FSH, et il n'y aura pas donc de déroulement normal de la cyclicité de la femme. Voilà donc, j'espère avoir expliqué comment faire une analyse comparative sous forme d'un tableau. Donc vraiment, si le tableau est bien établi, ça sera clair, ça sera simple à corriger, ça va donner envie à corriger. Donc vous avez plus de chances d'avoir la note entière si c'est posé dans un exercice d'examen.